Sa vie est une odyssée. Yasser Arafat est un personnage emblématique de l'histoire de la Palestine, révolutionnaire, premier président de l'autorité palestinienne, prix Nobel de la paix ensuite. Il fait partie des figures majeures, mais aussi mystérieuses, nous allons le voir, du XXe siècle, avec le documentaire Arafat, l'insaisissable, à la veille des accords d'Oslo, signés entre Yitzhak Rabin, l'ex-premier ministre israélien, et Yasser Arafat. Bonsoir Fabrice Gardel. Bonsoir. Et bonsoir Florian Uzan. Vous êtes tous les deux les auteurs et les réalisateurs de ce documentaire qui est construit en 4 parties, la naissance du guerrier, le rameau et le fusil, la métamorphose du guerrier. Et au pied du mur, c'est à voir demain soir sur Planète et MyCanal. Et puis ensuite, ce sera en libre accès sur MyCanal. Planète Plus, donc demain soir également. On regarde sans plus attendre un premier extrait. Les journalistes du monde entier se passionnent immédiatement pour ce combattant sorti de nulle part. Ils multiplient les interviews, parfaitement conscients déjà de la puissance des médias. À l'une de nos équipes d'envoyés spéciaux au Proche-Orient, par Yasser Arafat, le principal. Avec son kéfier et ses lunettes noires, Arafat devient le nouveau Che Guevara de l'Orient. Jamais encore la cause palestinienne n'avait eu un visage. L'homme qui a donné un visage à la cause palestinienne, Fabrice Gardel, votre documentaire se regarde comme un thriller. Est-ce à dire que, selon vous, la vie d'Arafat est digne d'un roman d'espionnage ? Oui, effectivement, il a une vie incroyablement romanesque. Et ce qu'on a voulu, c'est évidemment le construire comme un thriller avec des cliffhangers. Voilà, aujourd'hui, je pense que les jeunes, tout le monde regarde Netflix. Et je pense que c'est notre boulot de transmettre un personnage comme ça et d'intéresser le grand public. Et grâce à notre formidable productrice, Diane Imbauer de CCNC et Media One, on a eu accès à des archives inédites. Donc, à partir de ces archives, avec Mathieu Wechsler, on l'a construit vraiment comme un polar. Ouais, notamment des vidéos, je crois, de Jocelyne Saab, libanaise ou oui, on a vraiment eu accès à plein de fonds, des fonds russes inédits, des fonds italiens, la fondation aussi Arafat. Et notre productrice, qui produit aussi Apocalypse, a une expertise avec ses équipes absolument remarquable sur la richesse de ces archives. Florian Uzan, pourquoi l'insaisissable ? L'insaisissable parce qu'on ne peut pas l'attraper. En fait, déjà, non seulement pour les Israéliens qui ont essayé de le tuer tout au long de sa vie, mais aussi pour nous, réalisateurs, parce que même après avoir fait le film, il y a quelque chose encore qui nous échappe chez lui. Ouais. Quoi, par exemple ? Tout, c'est-à-dire que même ses amis, d'ailleurs, à l'époque, le comparaient à du mercure. C'est-à-dire que c'est une espèce de substance sans forme qui glisse entre les doigts, on n'arrive pas totalement à le saisir. Et je veux dire, même que sa vie, en réalité, pose un problème, puisqu'on ne sait pas où il est né, on ne sait pas comment il est mort. En Égypte, dit-on, ce n'est pas apparemment, c'est en Égypte, mais il y a encore des doutes, voilà, et on ne sait pas comment il est mort, donc sa vie, littéralement, est un mystère du début à la fin. D'ailleurs, il prend un nom de guerre, Abu Ammar, l'un des premiers compagnons du prophète de l'islam. Qu'est-ce que vous avez essayé de nous montrer à la fois ça? C'est un homme à 2 facettes. D'abord, l'homme, vous le dites dans le documentaire, qui est vu par les Israéliens comme celui qui a financé le terrorisme au nom de la cause palestinienne, et par les Palestiniens comme celui qui leur a donné une voix. Oui, c'est la double facette. En fait, on a voulu retracer, et ce qui est incroyable, c'est qu'il traverse vraiment toute la deuxième partie du XXe siècle. Ouais. Quand on se remémore ça, des Russes à la guerre froide, à Oslo, et l'extrait que vous avez montré, bon, il est insaisissable, mais s'il y a une chose qu'on peut saisir, c'est que c'était un génie de la communication. Ouais, il a compris très vite le fonctionnement des médias. Bien avant les réseaux sociaux, ouais. Il a compris que ce kéfier et ses lunettes noires allaient faire de lui une icône. Ouais, et vous rappelez que ce kéfier, il le porte, dit-on, pour former la carte de la Palestine mandataire sous mandat britannique. On va regarder un deuxième extrait. Yasser Arafat a rencontré tous les grands de ce monde, ses contemporains, comme François Mitterrand, président français. Dans cette période d'intense activité diplomatique, le voyage d'Arafat à Paris sur l'invitation de François Mitterrand est un moment crucial. Le président français le dit et le répète. Le leader de l'OLP est le seul interlocuteur possible. L'enjeu est d'importance. Pour le président français, les récentes déclarations publiques d'Arafat ne suffisent pas. Parce que la charte officielle de l'OLP, elle, continue à prôner implicitement la destruction de l'État d'Israël. Mitterrand lui demande de renoncer clairement à cette charte. Et une fois de plus, Arafat va surprendre tout le monde.
Quelques heures plus tard, un journaliste lui demande s'il envisage de supprimer la disposition de la charte de l'OLP. Il répond. Un mot qui provoque colère, réaction, menace, étonnement ou satisfaction. Caduc. La charte de l'OLP est maintenant caduque. But what does caduc mean? You can translate it from Larousse. Voilà, et vous revenez évidemment aussi, puisqu'on est à la veille du 13 septembre 2023, sur les accords d'Oslo, historiques signés entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat sous l'égide de Bill Clinton. L'image a fait le tour du monde. Pour Yasser Arafat, c'est clairement à ce moment-là une victoire. Oui, ce qui est frappant en prenant du recul, c'est que sur les chaînes d'infos en continu, on voit ces drames de côté et de l'autre et le sang qui coule. Et en prenant du recul, et Oslo fait partie de ça, on voit que ce qui est terrible, c'est ces cycles de la violence qui se reproduisent. Et qu'à chaque fois, il essaye de faire l'intermédiaire, duplice ou pas, c'est une question, mais qui sont d'un côté et de l'autre doublés par les extrémistes. Et je pense que quand on réintroduit le conflit israélo-palestinien avec ces distances, je pense que ça aide à décrypter ce qu'on voit encore aujourd'hui. Vous dites doublé par les extrémistes parce qu'un peu plus de 2 ans après les accords d'Oslo, le 4 novembre 1985, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste religieux juif. Quel impact ça va avoir sur Yasser Arafat ? On a le sentiment qu'il comprend très vite que c'est la fin d'un espoir de paix entre Israéliens et Palestiniens. Oui, il est effondré complètement. Il va d'ailleurs rendre visite à sa femme en cachette par la suite. Et à Rabin ? Et à Rabin, bien sûr, il a parfaitement conscience que c'est peut-être la fin vraiment d'un processus de paix qu'il a engagé avec Yitzhak Rabin pendant une longue période et qu'ils vont être complètement doublés par les radicaux de chaque côté. Les extrémistes religieux du Hamas du côté palestinien, effectivement, que Arafat n'a pas su ou pas pu ou pas voulu arrêter, et en même temps les radicaux religieux israéliens. Ouais. Alors vous commencez votre documentaire, le premier volet, par la fin, si l'on peut dire. Yasser Arafat est assiégé par l'armée israélienne à la Muqata, le palais présidentiel palestinien. C'est à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Il va ensuite prendre la direction de la région parisienne pour être soigné. On est en 2004. Ariel Sharon est Premier ministre israélien. Et au tout début de votre documentaire, on entend Shaul Mofaz, le ministre de la Défense, qui dit à Ariel Sharon, il faut l'éliminer, c'est le moment. Ariel Sharon répond, je sais, celles et ceux qui nous regardent, parmi les ministères, il y a sa fin de vie. Je vous la pose. Yasser Arafat a-t-il été, oui ou non, empoisonné? Que sait-on aujourd'hui sur ce sujet? On ne sait pas. Effectivement, vous parlez d'une archive qui est assez troublante, effectivement, où Ariel Sharon a oublié de compléter son micro après une interview et on entend son ministre de la Défense dire il faut se débarrasser d'Arafat. Alors maintenant, c'est le moment, oui. C'est le moment, voilà. Maintenant, est-ce qu'il est mort de mort naturelle? Est-ce qu'il a été empoisonné? On ne sait pas. Et surtout, s'il a été empoisonné, par qui est-ce qu'il a été empoisonné? Est-ce qu'il y a eu, entre guillemets, un traître pour les Palestiniens? C'est possible, on évoque le nom de Mohamed Dahlan, qui était un des proches d'Arafat. On ne sait pas. En tout cas, il y a eu 3 enquêtes. Une enquête française qui a conclu à une mort naturelle. Une enquête russe qui s'est rétractée. Ils se sont rétractés en disant d'abord empoisonnement puis mort naturelle. Et les Suisses qui ont conclu à un empoisonnement. Donc on ne sait pas, je pense que ça restera un des mystères et ça fait partie du personnage qui restera ambigu jusqu'au bout. Et dont on n'arrive pas à démêler le vrai du faux et la réalité historique du mythe. Un mythe, une icône aussi. Vous dites à un moment donné le Che Guevara, pas du monde arabe, mais du Moyen-Orient. Est-ce que cet homme a eu un écho bien au-delà du périmètre du conflit israélo-palestinien? Ce qui est incroyable, c'est qu'une fois de plus... Vous évoquez les Italiens qui entraînent les combattants palestiniens, lui-même qui s'inspire des combattants algériens du FLN. Ce qui est intéressant, et a fortiori sur votre chaîne qui est ouverte sur le monde, ce qu'on salue dans cette époque, c'est qu'effectivement... entre les Russes de la guerre froide, le FLN, la montée du tiers-monde, l'Afrique, c'est vraiment le pape, c'est vraiment un personnage qui a été une icône mondiale et je pense qu'on a oublié ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, le 11 septembre avait un peu mis le dossier palestinien sous le boisseau et on voit que malheureusement, aujourd'hui, les enjeux israélo-palestiniens sont au cœur de l'actualité. Donc, j'allais dire que malheureusement, notre film tombe à point à un moment où, effectivement, les enjeux des Palestiniens sont au cœur de l'actualité. Alors, c'est vrai qu'il y a, et vous le disiez, la complexité. Il y a aussi les Palestiniens eux-mêmes ont reproché à un moment donné que, sous couvert d'accord d'Oslo, lui-même pratiquait ensuite la torture sur des Palestiniens pour faire respecter les accords. Il y a la question de la corruption aussi qui a beaucoup été reprochée. Mais ce qui est frappant quand on voit votre film, c'est qu'on se dit qu'on a un gouffre avec Mahmoud Abbas, en fait. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la question palestinienne, elle a été éclipsée, vous le disiez, par le 11 septembre, mais encore plus
13 ans après, par la disparition de Yasser Arafat. C'est-à-dire que oui, il n'y a plus personne pour incarner le combat maintenant, aujourd'hui. Mahmoud Abbas, certes, était un des compagnons, vraiment, un des premiers Abou Mazen, de son nom guerre. Abou Mazen, absolument. Un des premiers compagnons d'Arafat, mais aujourd'hui, il est quand même assez considéré comme étant quelqu'un de très corrompu. Et qui a abandonné le combat depuis un certain temps. Et d'ailleurs, j'y pense, mais l'émergence du Hamas n'a eu lieu qu'après, enfin, elle a lieu avant, mais ils ont gagné les élections après la disparition d'Arafat. On peut dire sans doute sur Arafat... qui tenait le peuple palestinien. On peut dire le pire et le meilleur. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un interlocuteur. Ouais. Et qui restait solide. Alors on peut dire qu'effectivement, au moment des accords d'Oslo, il n'a pas su saisir la main. Est-ce qu'il avait la dimension d'un immense politique? Est-ce que c'était un Charles de Gaulle ou pas? On n'est pas historien, c'est pas à nous de juger. Mais en tout cas, il y avait une incarnation, effectivement, que cet homme sans terre a incarné dans sa chair ce peuple sans terre. Ça reste une certitude. Merci Fabrice Garrel, merci Florian Uzan. Votre documentaire Arafat insaisissable, demain Planète Plus et MyCanal, et ensuite en libre accès. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau.